Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Nous sommes prêtes à vous faire vivre une excellente semaine. Le club, c'est maintenant. Vous êtes également sur le club. Je suis accompagnée de mes CP Jazz, Anto, Nikki et Mariam qui est là. J'espère que vous allez bien, les filles. Ça va et toi? Bah, ça va. Ça va? Ça va. Moi, je vais très bien. Je trouve que vous êtes quand même en beauté, là. Qu'est-ce qui se passe? On n'était pas... Tu fais comme si on n'est pas tout le temps en beauté. C'est ce qu'elle voulait dire que d'habitude, c'est pas trop ça. Et aujourd'hui, on a fait des efforts. Non, Marino, par contre, franchement, j'adore le style. Thank you. Et puis dans ma couleur préférée en plus. Bonsoir chez vous. Merci. J'espère que vous allez bien. Laisse-moi que la accueillir com se passe bien. ton compliment avant de passer à autre chose. On peut briser le succès de quelqu'un comme ça. Pardonnez les téléspectateurs. Marino est belle, elle s'appelle, elle est dans ma couleur. Merci, merci. Alors, les filles, on va, comme je le disais, on va parler de choses très sérieuses aujourd'hui. Mais avant, j'ai une autre nouvelle pour vous et pour nos téléspectateurs. On le sait, octobre, c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Nous aurons donc des émissions spéciales dans les jours à venir. Mais octobre n'est pas que rose, il peut être aussi bleu, puisque le 15 octobre, c'est la journée mondiale du deuil périnatal. Et ça, nous n'en parlons pas suffisamment. C'est pour ça que ce mois d'octobre, nous avons décidé qu'il soit rose et bleu. Nous savons qu'il y a des milliers de femmes qui nous regardent et qui passent par cette terrible épreuve, mais également des milliers de couples. C'est pour leur apporter notre soutien qu'avec Manuela Yé, une de nos CP, Mamange, nous allons avoir chaque jour, à compter d'aujourd'hui, et ce pendant 16 jours, une capsule informative sur le sujet du deuil périnatal. Et ça commence par celle-là. Savez-vous qu'octobre n'est pas que rose? Octobre rose fait référence à la lutte contre le cancer du sein, cause pour laquelle nous sommes tous dévoués. Mais laissez-moi vous dire qu'octobre est aussi bleu. Bleu qui fait allusion au deuil périnatal. Une date à retenir, 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Vous la connaissez peut-être ou pas. En fonction des États, elle est plutôt méconnue. Pourtant, je suis sûre que si je vous demandais, vous connaissez dans votre entourage restreint ou plus large une personne qui a traversé cette épreuve. Ici, on ne va pas se contenter de parler de deuil périnatal, mais plus largement de perte d'enfant, ce qui englobe fausse couche, mort-né ou décès beaucoup plus tard, quelles que soient les circonstances. Alors, durant tout ce mois, nous aurons une pensée pour ces femmes, ces couples, et plus largement ces familles qui ont connu le deuil périnatal. L'objectif, aider et sensibiliser. Aider les couples à travers des outils pour traverser cette épreuve et leur apporter aussi beaucoup d'amour. Sensibiliser l'entourage sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, l'attitude à avoir durant cette épreuve. Alors si je vous demandais quelle est la différence entre le deuil périnatal et la perte d'un enfant? Que signifie le mot mamange? Vous saurez tout. Pour l'heure, retenez, octobre est aussi bleu. Franchement, on a hâte de voir les autres capsules. Déjà, je pense que celle-là a été très informative. Oui. Et c'est bien qu'on mette la lumière aussi sur ce sujet-là. Oui, c'est très important. Manuela Yé, qu'on a déjà reçue plusieurs fois sur ce plateau, son énergie, elle est limite contagieuse. Donc, elle sait de quoi elle parle et je suis très contente qu'elle aborde ce sujet-là, surtout dans le mois d'octobre. C'est très rare qu'on en parle, donc Oui, c'est très rare qu'on en parle. Moi, je loue son courage parce qu'on la voit beaucoup à mener des actions comme ça contre le deuil périnatal sur les réseaux sociaux. Vraiment, courage, ma CP. Vraiment, courage à toutes ces mamanges-là et ces papanges aussi qui traversent ces moments difficiles-là. Moi, ça me renvoie à notre thème du jour, justement, parce que quand on parle d'octobre rose, on parle aussi et d'octobre bleu maintenant, on parle aussi beaucoup de santé mentale, parce que c'est pas facile de justement mentalement pouvoir mener ce combat-là. Et donc justement, ça me rappelle notre thème du jour. On ne peut pas réussir si on n'est pas bien dans la tête. Et ça, je pense que c'est dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on va lier ça à la vie professionnelle, parce que le travail, je pense que ça représente 80-90% de notre vie quotidienne. Donc est-ce que selon vous, il y a un lien entre la santé mentale et la réussite professionnelle? Ça va être la question du jour.
Effectivement, et pour appuyer cette question, on sera accompagné de 2 invités. Alors, on aura Monsieur Arnaud Dabier, qui est psychologue et psychothérapeute. Il est à la tête du cabinet psychologue Dabier et il vous propose un accompagnement personnalisé en cas de dépression, burn-out, relations de couple conflictuelles ou compliquées. Et en face de lui, on aura coach Augusta Lagos. Elle propose également un accompagnement en entreprise, mais aussi pour des particuliers. Donc, on a 2 fortes têtes qui viendront nous aiguiller, nous donner des éléments de réponse et des pistes de solutions. Super. Car il est important de lever le tabou sur la santé mentale en entreprise. On n'en parle pas assez. Il y en a qui se meurent à petit feu. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre la lumière sur cette thématique. Voilà, on va à présent accueillir nos invités sur le club. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On reçoit que de la fraîcheur sur ce plateau. On a des invités de qualité. Effectivement. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Est-ce que vous nous suivez déjà? Ça, c'est une question quand même. Hein? Monsieur Dabier, est-ce que vous avez déjà regardé le club? Parce que la porte, elle est par là. Arrêtez de stresser nos invités. Je suis Live TV. Maintenant, de là à regarder le club, bon, je pense que le fait d'y être maintenant, ça va m'inciter à regarder. Nous venons de gagner un téléspectateur en direct. Et vous, Madame Augusta? Je découvre cette belle émission. Et comme lui, je pense qu'à partir de maintenant, je vais regarder le club. Parce que j'ai été bien ça en fait 2. Merci. Mais écoutez, comme je le disais tout à l'heure, on vous reçoit pour parler de santé mentale et de réussite professionnelle. Pour Madame Augusta, c'est la cohésion et performance. Ce sont 2 mots qui, pour vous, vont de pair, tout en milieu professionnel. Tout à fait. D'accord. Et vous, monsieur Dabier, on se tutoie ou on se vous voit, c'est comme vous voulez? On se tutoie, c'est mieux. On se tutoie? Ici, c'est la famille. C'est la famille. Alors, Ça va nous décontracter. ça va, voilà. Arnaud Dabier, tu es psychologue et psychothérapeute. Oui. Tout ce qui est dépression, burn-out, relations de couple, etc. Comme on dit de manière triviale, c'est ton champ. C'est ça. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et je pense du coup que chacun peut préciser sa spécialisation un peu. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Edwige, toi, tu peux commencer à nous expliquer ce que c'est réellement. Parce que je pense pas que tout le monde ait forcément compris ce que tu fais au quotidien. Alors, je suis coach en PNL, programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la PNL, mais effectivement. Et j'accompagne maintenant les entreprises donc, à créer cette cohésion qui est un levier indispensable à la performance. D'accord. D'accord. Top. D'accord. Et toi? D'accord. Moi, je suis, comme elle a dit, Arnaud Dabier, psychologue social et du travail, psychothérapeute aussi. J'accompagne les entreprises quand il s'agit de gérer tout ce qui est, on va dire, santé mentale, pour faire simple. Santé mentale, difficultés psychologiques en entreprise. On me fait appel et j'interviens à ce niveau-là. D'accord. Les gens viennent naturellement vers vous. Comment est-ce que ça se passe, le processus? Parce que, bon, comme elle disait, c'est quand même un sujet assez tabou. Comment est-ce qu'on fait quand ça va pas bien dans la tête? Est-ce que vous allez vers eux? Ils viennent vers vous? Comment est-ce que ça fonctionne? Si je vais vers eux, ce serait compliqué. Ils me verraient comme un gros commerçant. Si je peux intéressant. Donc, je les attends au cabinet. C'est plus simple. C'est plus simple. Tu as parlé de santé mentale. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, je pense que le fait qu'on soit tous réunis ici, c'est bien parce qu'on est en bonne santé. On va dire on a la santé mentale. On va dire quoi? C'est ce qu'on va dire en fait. Comme on dirait, on a la santé physique, on a la santé mentale. Donc, ce bien-être-là qui permet de pouvoir s'épanouir professionnellement, socialement, de pouvoir agir pour soi et pour les autres, ses amis, ses frères et ses sœurs, de façon équilibrée. C'est ça la santé mentale. D'accord. On va rester sur toi, Arnaud. Est-ce qu'il est possible de réussir bien qu'on soit pas très bien psychologiquement? Est-ce que la réussite est forcément liée au bien-être mental? D'accord. Je pourrais te renvoyer une question qui, bon, qu'entre collègues, on se dit souvent,
est-ce qu'on pourrait être efficace au travail avec une grosse migraine qui ne passe pas avec des médicaments habituels? Non. Non. Si le physique ne va pas, il y a peu de chances qu'on soit efficace au travail. La même chose, si d'un point de vue mental, on n'est pas dans les meilleures capacités, on n'a pas toutes ces capacités, ce serait difficile d'être efficace au travail en tout cas. J'aimerais même quand même qu'on fasse un peu le tour. René Maria m'avait posé une question au tout début. Est-ce que vous pensez, selon vous, que la santé mentale est un lien fort de la réussite professionnelle? Est-ce que vous le pensez? Mais alors pour moi, c'est deux choses complètement indissociables. Hein, parce que quand les personnes sont en paix avec elles-mêmes, c'est à ce moment-là qu'elles sont capables d'aller chercher leur potentiel. Elles peuvent gérer correctement leurs émotions, recadrer les pensées négatives et puis accéder à leur potentiel pour mieux travailler. Donc pour moi, c'est complètement indissociable. Après, moi, je suis un peu perplexe, hein, parce que pour nous qui sommes, par exemple, je prends un exemple tout simple, qui sommes à la télé, souvent on passe à l'antenne, mais derrière, on se sent vraiment mal. Moi, j'ai eu à faire des émissions où, avant ça, j'ai pleuré ma vie. Mais quand je suis passée à l'antenne, là, il y avait mon travail qui primait. Mais je n'étais pas bien mentalement. Est-ce que là, il n'y a pas un certain amalgame? Parce que là, je ne suis pas bien, mais j'arrive à être productive. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Comment expliquer ça, au fait? Votre corps arrive à gérer. Votre corps arrive à gérer. Bon, on va se tutoyer. Il faut voir le mal-être, on va dire le mal-être en termes de santé mentale, comme une situation où tu te trouves face à un stress. Ça peut être un stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être une douleur émotionnelle. Bon, ça pourrait être un goumet aussi, hein, comme on dit. Hein. Des fois, les goumets empêchent de travailler. Ça peut être goumet. Très souvent un goumet. Ça peut être goumet. Ça peut être goumet, comme on dit. Et ça, la façon dont chacun d'entre nous gère ce genre de situation-là peut impacter notre travail. Il y a des personnes qui, quand ils sont face à ces détresses émotionnelles-là, arrivent à prendre sur elles et à, je ne veux pas dire à faire la part des choses, mais en tout cas à se contenir pour pouvoir exercer leur métier, être productif. Bon, là encore, même, c'est relatif. Quand il dit être productif, c'est en tout cas être productif, on va dire de façon moyenne, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour être vraiment productif, il faut être en harmonie physiquement, dans les bonnes dispositions physiques et mentales. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et moi, je voudrais ajouter à ce que tu dis, il y a aussi, bon, parce que c'est une période quand même définie, on ne travaille pas en manutention, on ne travaille pas longuement sur une tâche. Je pense que c'est ce qui fait que nous, on arrive à rebondir un petit peu, laisser de côté ce qu'il y a à la porte, faire ce qu'on a à faire et puis continuer. Mais surtout, je pense qu'on néglige l'impact sur le long terme. Parce que tu peux réussir à couvrir ton mal-être pendant peut-être 2, 3, 4 ans même s'il faut. Mais arriver à un moment, je pense que sur le long terme, ça peut avoir quand même un impact sur ta productivité. Et tu te rendras peut-être pas compte que c'était le truc d'il y a 4 ans qui a cet impact aujourd'hui sur toi, quoi. Bon, si ça fait 4 ans, c'est que là, vraiment... C'est grave. Tu es un cyborg. Il y a des gens comme moi, par exemple, c'est vraiment une expérience personnelle. J'ai perdu mon frère il y a 15 ans. Et franchement, il y a des jours, je me lève avec ça. En fait, ça fait 15 ans que je vis avec ça. Ça fait 15 ans que ça me fait du mal. Mais ça ne se voit pas du tout. Personne ne le sait, personne ne le ressent. Donc, je sais pas. Il y a eu acceptation pas de la vraiment, situation, peut-être. Mais pas vraiment. Parce que ça revient toujours. Ça revient tout le temps à des moments inattendus. Et c'est vraiment une source parfois de gros stress pour moi. Mais c'est quelque chose que j'arrive à pallier à travers mes rires, ma joie et tout ça. Alors justement, pour rebondir sur son point, on a ces personnes-là qui ne sont pas bien psychologiquement, mais et qui se mettent à fond dans le travail. C'est que pour elles, le travail devient un exutoire. Exactement. Elles font peut-être fi de tout ce qui, vous savez, de tout ce lourd fardeau-là. Et puis, bon, bah, elles mettent tout dans le boulot. C'est des personnes qui veulent rester au boulot jusqu'à minuit parce que soit je ne veux pas rentrer chez moi parce que ce qui m'attend là-bas est trop lourd. Ou alors que si je rentre chez moi, si je vis seule, bah, me retrouver toute seule chez moi ou tout seul chez moi, bah, tout va remonter. Donc, ils deviennent des bourreaux du travail. Est-ce que ça, vous avez justement des cas comme celui que je viens d'évoquer? Si oui, qu'est-ce que vous leur proposez pour les accompagner?
Mais alors, à ce moment-là, c'est que la personne, si elle vient vous rencontrer, c'est qu'elle s'est rendue compte déjà qu'elle a ce problème-là. Mais dans le cas que vous expliquez, pour elle, elles ont déjà trouvé la solution et donc elles continuent dans le schéma répétitif qu'elles ont commencé. Mais sinon, la personne qui se rend compte, c'est qu'elle est en quête de solution et du coup, on va aller voir avec elle, à quel niveau est-ce qu'on peut travailler? Est-ce que c'est sur le domaine, c'est sur le plan des pensées, qu'il y a qui sont des pensées négatives qui reviennent souvent, donc on va aller essayer de les recadrer. Est-ce que c'est sur le plan émotionnel, donc pareil aussi, ou alors si c'est un comportement qu'il faut recadrer. Quels sont les cas que vous avez le plus souvent rencontrés? Bon, pour ma part, moi, comme tu disais, j'ai déjà eu affaire à des personnes qui ont fait un burn-out. Donc, tu peux expliquer ce qu'est un burn-out pour ceux qui nous regardent? Le burn-out, pour faire simple, c'est un syndrome d'épuisement physique et psychique. Donc, c'est une situation où le corps dit stop. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire, je suis à bout de souffle. Physiquement, je ne peux plus tenir. Psychiquement, je ne peux plus tenir. Bon, on va dire psychologiquement, je ne peux plus tenir. Donc, le corps s'arrête. C'est un peu comme si vous avez une machine, on va dire un véhicule qui roule et qui... À un moment, il s'arrête complètement. Il s'arrête, il n'y a plus d'essence. Et c'est forcément lié à l'activité professionnelle? Pas forcément. Il y a aussi des burn-out parentaux. Il y a aussi des burn-out parentaux. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez une maman, bon, c'est un exemple, qui se retrouve avec des jumeaux. Bon, imaginez un peu une telle situation, des jumeaux en 2024 là. C'est pas évident, C'est vraiment pas évident. Pourquoi 2024? Alors justement, tout peut être combiné, c'est-à-dire il peut avoir ce burn-out professionnel, parental, et là du coup... C'est pourquoi j'ai parlé de 2024. C'est une combinaison. On doit travailler en tant que femme pour nourrir sa famille, pour contribuer aussi, apporter sa pierre à l'édifice. Et on doit travailler, là ça devient compliqué de devoir gérer des enfants, le travail... Et le mari? Et le mari, bon, d'accord. Non, mais c'est une autre charge. Oui, c'est une charge émotionnelle aussi. D'être performante au travail, parce qu'on doit aider le ménage à vivre, etc. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais à la maison... En fait, des fois, tu es au travail et tu penses... À la maison. À la maison. Donc, le petit dernier, il n'a plus de chaussettes. Bon, là, les goûters sont bientôt terminés. Monsieur, la chemise, machin. Je pense qu'il y avait même une étude, j'ai vu, je pense qu'on va peut-être retrouver ça tout à l'heure. Le cerveau de la femme, il s'arrête jamais. On est pratiquement tout le temps en train de tourner. Bon. Donc, lorsqu'on arrive en milieu professionnel, c'est parfois compliqué. C'est pour ça, dans certains cas, il faut savoir déjà, quand il s'agit du foyer, savoir déléguer les tâches à son mari aussi et vous mettre d'accord pour qui fait quoi à la maison. C'est surtout ça, se mettre d'accord. Se mettre d'accord. S'asseoir et puis se dire, bon, ok, voici la situation. On a des jumeaux. Il faut bien qu'on trouve une solution. Seul, je me rends compte que je ne peux pas y arriver. Avec le travail, tout ça, ça devient compliqué. Tu vois qu'on me met une pression pas possible au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le mari qui devrait être compréhensif, même pas compréhensif, je dirais même qu'il devrait être humain. Puisque l'idée, pour lui, c'est d'accompagner sa femme dans la situation qu'elle vit, de maman. Et donc, lui devrait être humain pour se dire, OK, ma femme vit une situation comme ça, il faut que je m'adapte aussi. Il faut que je m'adapte pour être là pour elle quand c'est un peu compliqué. Si elle vient de travail, on va supposer qu'elle est fatiguée, elle s'occupe de l'enfant, elle donne la tétée. Bon, s'ils sont deux, ça, donc, un ici, c'est pas évident. Hein. Donc, elle donne la tétée et après, elle est fatiguée. Elle peut prendre le relais. Quand les enfants sont, on va dire, quand les enfants font pas encore leur nuit, elle peut prendre le relais pour aider un peu. Ça la soulage. Donc, ça évite on va dire, de se trouver dans des situations où on fait un burn-out parental. Et donc, à part le burn-out, on a quoi d'autre? Tu as parlé tout à l'heure de personnes qui se jettent à corps perdu dans le travail. Ça, déjà, ça pose problème. Parce que l'être humain est censé, doit être en tout cas un être d'équilibre. C'est un peu un jeu d'équilibriste entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sociale. Et
tout ce qui... En tout cas, l'idée, c'est d'être vraiment en équilibre perpétuel. Quand on s'investit un peu trop sur un point, sur un pan, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Si c'est au niveau du travail, si on décide de se jeter à corps perdu dans le travail, il y a de fortes chances que quelque temps après, on se retrouve en situation de burn-out, c'est sûr. Après, tout à l'heure, on parlait de ces personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles ont un problème mental. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait l'évaluation psychologique de la personne? Comment emmener la personne à aller vers vous? Comment est-ce que vous arrivez à vous déplacer vers ces personnes-là? Déjà, ma confrère a dit une chose vraiment intéressante, et la demande. Un peu comme quand vous dites que je suis malade, mon corps ne va pas bien, je vais voir un médecin, vous devrez aussi faire la même démarche. Je ne vais pas bien, émotionnellement ça ne va pas. Je ressens une forte anxiété, c'est difficile à gérer. Je ne dors pas la nuit parce que je suis toujours en train de penser. Mais est-ce que justement, on n'est pas dans cette idée toute construite, aller vers un coach ou un psychologue, c'est des trucs de blanc. Ou bien même vers culturellement, c'est difficile. C'est très stigmatisé d'avoir un problème mental. Et c'est bien que Madame Augusta, vous faites des sessions de coaching, etc. Je pense que ça vous rapproche un petit peu plus des personnes qui en ont besoin. Ça déconstruit ce stéréotype-là. Et puis ça leur permet de réaliser que ça n'a rien de maraboutage ou de... Voilà, c'est pas quelque chose... voilà, ça leur permet de connaître de quoi on parle. Et que ce sont des sujets du quotidien qui s'ils ne sont pas bien traités, peuvent justement emmener des difficultés. Mais moi, Edwige, je veux te poser une question. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup aussi la responsabilité de l'employeur qui rentre en jeu? Parce que en tant qu'employeur, tu es censé, ou peut-être même le RH ou toi, l'employeur même, tu pourrais quand même déceler un manque de performance qui serait peut-être dû justement à un problème de santé mentale ou de mal-être à la maison ou autre. Est-ce que, du coup, vous n'irez pas plutôt que d'aller vers un employé, mais plutôt aller vers les employeurs et leur proposer justement d'avoir déjà le déclic, de pouvoir identifier un employé qui serait mal en point et de pouvoir, du coup, le ramener vers vos cabinets respectifs? De toute façon, nous tous, on devrait être quand même éduqués un peu sur les symptômes de ces troubles, de ces difficultés. Quand si vous êtes avec votre mari, que ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas l'appétit, qu'il dort très mal, qu'il grignote, qu'il est anxieux, ça nous interpelle. Et si lui ne s'est pas rendu compte, nous, à côté, nous sommes là aussi en tant que un peu les anges gardiens des autres. Donc, attirer la sonnette d'alarme pour leur dire qu'il y a peut-être quelque chose là qu'il faudrait voir. Et au niveau des entreprises, par exemple, justement, avec moi, mon programme pour cohésion et performance dont vous parliez, c'est toute l'entreprise en fait qui est concernée. Donc on va travailler avec le comité directeur, on va ensuite travailler avec les collaborateurs et on a même des journées de team building où tout le monde est ensemble pour ensuite travailler cette cohésion parce que qui va partir de la communication. Les employés sont en stress au travail, souvent parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur demande de faire. Du coup, voilà, ils font d'autres choses et derrière, c'est retour de bateau. Il y a plein de choses comme ça, la gestion du temps et tout cela. Donc, dans un univers comme la cohésion Flash Team Building, c'est l'occasion en fait de voir comment on donne un feedback pour permettre à ce que chacun se sente reconnu et à sa place. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver sa place, on va se sentir en paix et en excellente capacité de co-créer avec les autres et de mettre son potentiel au profit de la société. Merci beaucoup, Augusta, pour appuyer les propos de notre invité. On va regarder une petite vidéo et on revient en plateau. Je vais faire un burn-out si j'ai pas d'équilibre vie pro-vie perso. Oui. Si je travaille toujours plus que mes horaires. Non. Si j'ai trop de tâches à gérer. Oui. Si j'ai pas de reconnaissance dans mon travail. Oui, ça joue énormément. Si j'ai des mauvais rapports avec mes collègues. Oui. Si le travail devient une routine. Non. Si je rêve du travail. Si on n'arrive pas à décrocher et qu'on a du mal à avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée, ça peut jouer, effectivement. Si j'ai des douleurs musculaires sans raison en fin de journée. Oui. C'est un des signes du burn-out.
Si j'ai plus envie de parler avec mes collègues. Bien sûr, si on commence à s'isoler, c'est également un des symptômes du burn-out. Si j'ai une baisse de concentration. Non, pas forcément. Si j'ai du mal à trouver le sommeil. Oui, alors le trouble du sommeil fait également partie d'un des symptômes. Si je fais des crises d'angoisse. Oui, également. Si je suis à fleur de peau constamment. Oui, ça joue énormément. Le fait d'avoir un changement d'humeur, surtout si c'est soudain, les collègues le remarquent très vite. Si je suis stressée à l'idée de retourner au travail le dimanche soir. Ah oui, c'est qu'on n'arrive pas à décrocher et qu'il y a quelque chose qui ne va pas au travail. Si j'ai peur de mon boss. Non, c'est pas un signe du burn-out, non. Alors, on vient de voir cette vidéo qui met en lumière tous les symptômes liés au burn-out et tout ça. On va rester sur notre invité et on va parler de l'environnement toxique. Vous êtes beaucoup, vous côtoyez beaucoup les entreprises, donc cet environnement-là, vous le connaissez bien. À quel moment est-ce qu'on arrive à dire que là, on évolue dans un environnement toxique? Dans la vidéo, on parle de rapports entre collègues, hiérarchie, etc., etc. À quel moment est-ce qu'on se dit « je travaille dans un environnement toxique » et là, j'en peux plus? Oui, parce que quand vous arrivez dans une société, dans une entreprise, vous venez parce que cette entreprise, quelque part, répond à vos valeurs. Oui. Donc quand vous êtes dans cet environnement et que plusieurs fois, vous avez beaucoup de frustration, ben vous sentez qu'il y a quelque chose, vous êtes complètement en décalage peut-être avec les valeurs de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est une sonnette d'alarme aussi pour vous dire, je suis peut-être pas à ma place. Ça, c'est d'abord un. Ou alors, je n'ai peut-être pas compris aussi la mission, ça aussi, ça peut... Ça aussi, c'est un point. Mais tout à fait, la mission qu'on m'a assignée. Je veux relever une chose assez intéressante dans ce qui est passé. Le manque de sommeil. C'est capital, c'est primordial de dormir pour reposer le cerveau. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que l'homme et la femme sont un peu différents au niveau du cerveau. Effectivement, quand un homme se repose, il y a moins de zones, en tout cas quand il est couché, il y a moins de zones qui sont actives que chez la femme. Sûrement à cause de nos différences émotionnelles et psychologiques. Ça, c'est évident. Mais tout compte fait, il est important de prendre le temps de reposer son corps. Le sommeil est réparateur pour le corps et pour le cerveau, qui ne dort pas vraiment, mais qui se repose, qui recharge les batteries, qui prend le temps de ranger tout ce qui a été emmagasiné comme information pour être prêt pour le lendemain. Et donc, si on ne dort pas, si on fait l'impasse sur le sommeil, sur ces moments importants là où le cerveau se repose là, c'est comme si on disait, ok, je suis la proie à tout ce qui est, à toute sorte de maladie mentale. Une boule de nerfs au travail. On devient une boule de nerfs au travail. On est nerveux, on est hypersensible. Hypersensible, irritable, les gens ont des crises de larmes parce que... Ouais, moi, je dors jamais, donc je me sens vraiment visée par tout ça. Dormir, il faut dormir, c'est important. Non, mais là, le point que tu viens d'évoquer, Arnaud, est tellement important. Les crises de larmes, je sais que ça m'est déjà arrivé, où tu es là, tu as juste les larmes qui te montent. Et on ne sait pas pourquoi. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu as juste envie de pleurer. Et puis là, si quelqu'un passe et te regarde, c'est quel gars qui a brisé son cœur, alors que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. En fait, c'est un peu comme si c'était des moyens que l'organisme trouvait pour essayer d'évacuer. Ah, ok. Pour évacuer un peu. D'accord. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de le faire, mais il essaie d'évacuer en pleurant pour évacuer. C'est pour ça que je pleure tout le temps. En fait, c'est très important parce que tout à l'heure, elle a parlé de culture. Certes, ce n'est pas dans nos cultures africaines d'aller voir un psychologue. Et en fait, il faut le signifier aussi parce qu'on ne sait pas à quel moment on est mal. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui nous regardent, peut-être même qui sont dans le burn-out, ils ne savent même pas qu'ils sont dans un burn-out. Et ça peut atteindre sur leur santé mentale et puis finir par... On a vu plein de cas comme ça, je ne dirais pas. Mais c'est très grave parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Comment on fait aujourd'hui pour savoir qu'on est mal, qu'on ne va pas bien? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on en parle sur ce plateau, mais très souvent, les familles africaines surtout ne sont pas dans ces trucs en griffe de blanc. Alors, quand vous vous sentez mal, vous le savez, quand vous vous sentez mal, parce que vous allez vous confier souvent à vos amis, vous ne le gardez pas forcément pour vous, ou alors si vous le gardez pour vous, vous avez des comportements. Il y a des gens qui se mettent sous la couette, une petite couverture, ils ont un petit coin dans leur fauteuil et tout ça. Donc, vous savez qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin d'un soutien émotionnel et d'un accompagnement. Moi, je sais, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Donc, je suis sous ma couette, je pleure. Demain, ça va aller. Mais ça peut être beaucoup plus profond que ça et ce qui peut des fois entraîner au suicide.
Donc, effectivement. Oui, parce qu'après, je voulais juste dire qu'on a la peur de se confier, que ce soit avec même la famille, les collègues. Stigmatisé. Voilà, on a la peur d'être stigmatisé. On ne sait pas. Quand tu vas aller te confier à ton collègue, la personne va dire ah, mais celle-là, elle est toujours problématique. On ne sait pas si la personne même aura les bons mots. Oui, et surtout on recherche de l'empathie et souvent on n'en a pas. Mais on va reparler de cette stigmatisation tout de suite après la pub et puis on reviendra. D'accord. Donc on parlait tout à l'heure de stigmatisation, de comment faire pour pouvoir justement déceler le fait qu'on a un mal-être et justement vous inciter à pouvoir en parler. Et donc Niki est en train de nous expliquer que bon, c'était pas si facile que ça. Pas facile, hein, parce que voici Anto qui est là. Anto, on est habitué maintenant, donc je peux aller dire à Anto, ah vraiment, aujourd'hui là, ça va pas, je suis pas bien. Elle aura de l'empathie envers moi. Quand tu travailles dans un environnement toxique où tu as des collègues, même c'est la guéguerre, est-ce que tu peux arriver à te confier? Moi, je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, bon, environ une vingtaine d'années, je crois bien, une entreprise dont je tairai le nom s'est trouvée dans une situation où elle faisait face à une concurrence acharnée autour d'elle. C'était vraiment difficile. Il y avait des restructurations en son sein, au point où la direction a dit, bon, là, il faut qu'on change quelque chose parce qu'on a besoin de faire du chiffre. Parce qu'une entreprise, par définition, elle est censée faire de la performance, créer du chiffre. Donc, ils ont mis en place une politique particulière, mais qui était assez agressive au point où, quelques mois après, on a commencé à voir des résultats, du moins des éléments, des choses négatives se passer au sein de l'entreprise. C'est-à-dire stress, ça c'était récurrent. Burn-out, on en voyait beaucoup. Mais surtout, suicide. Il y en a eu 35. Dans la même entreprise. C'est énorme. Dans la même entreprise. Mais non, je vais me calmer. Il y en a eu 35. Il y a même un travailleur qui s'est jeté par la fenêtre. Oh non. S'est défenestré. Il y en a un autre qui, devant ses collègues, il a pris un couteau et il s'est poignardé. Non, mais c'est là que je parle de la responsabilité de l'employeur. Parce que je suis désolée, avant que ça arrive à 35, ou c'est à l'étranger, il y en a eu ou alors ça reste secret. Non, c'est à l'étranger. C'est pas ivoirien. C'est à l'étranger. Et donc, il avait écrit même « Je me suicide à cause de ce que l'entreprise m'a fait ». Bon. En fait, c'est ça le stress, là. Parce que même que ce soit... Bon, ça allait au-delà du stress. Hein. Le stress, c'est quelque chose... Souvent, on parle de stress. Ça va de manière graduelle. Souvent, on parle de stress, burn-out, on passe tous par des moments de stress. Le stress, c'est... Vous voyez le stress comme... Arrive. Bon, c'est... Le stress, voyons ça comme une situation, on va dire... Quelque chose qui te stimule, une réaction. Non, c'est plus une réaction de l'organisme à quelque chose de nouveau, qui est inhabituel pour lui. Et donc, quand ça arrive, on stresse. Un stress brutal, on est face à une situation... Prenez un exemple simple. Hein. Je suis là à Live TV avec de jolies jeunes dames. Bon, il y a un stress. Donc, comment je gère ça? Ça, c'est moi. Mais ça, c'est un stress. Donc, quand je parle, je peux bégayer un peu. Mon ton peut ne pas être le même. Ça peut arriver. Stress brutal, mais qui descend après. Mais après, il y a un stress chronique qui peut... Exister et qui peut déboucher sur le burn-out. Et quand on dit burn-out, après, quand il n'y a rien qui est fait, suicide. Alors justement, ce que tu disais, c'est qu'il y avait une concurrence acharnée autour de cette entreprise qui a décidé de mettre des mécanismes en place pour être plus performante. Donc cohésion et performance. Donc il n'y avait pas de cohésion du tout. On a besoin de chiffres. Il y a eu même, ils ont licencié quasiment la moitié du personnel. En espérant que les autres sont des criminels. Non, mais justement, c'est vraiment pour revenir à notre thème, on parle de santé mentale pour réussir professionnellement. L'intention ou l'ambition de cette entreprise, c'était de faire du chiffre, donc de réussir, mais elle n'a pas pris en compte la santé mentale de ses employés. Dans sa stratégie sur le marché, elle n'a pas pris en compte la santé mentale de ses employés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est important dans la structure d'une entreprise d'avoir des sessions d'accompagnement avec un coach ou alors avec un psychologue pour s'assurer en tout cas de faire vivre son entreprise sur du long terme et donc d'être plus performante? Mais tout à fait, les grands groupes comme Google, Facebook, ils ont en leur sein des professionnels pour accompagner. Ils font des séances de sophrologie, de PNL, tout ce que vous pouvez entendre aujourd'hui en leur sein. Et ces séances-là consistent en quoi exactement?
C'est primordial. Je pense que je reviens sur ça. Hein. Il est important qu'on intègre ici en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire en particulier, que l'humain au cœur de la performance. Si on ne met pas l'humain au cœur de la performance, on n'a pas de performance, on végète, on n'arrive pas à se surpasser. Et beaucoup de chefs d'entreprise n'intègrent pas qu'il est important que leurs employés, ce n'est pas qu'ils soient choyés, mais qu'ils soient mis dans les bonnes conditions pour être performants. Oui, il faut intégrer des politiques de bien-être en entreprise. Voilà, raison pour laquelle il est important d'intégrer en son sein des cellules d'écoute, où on a un coach, où on a un psychologue, où on a en tout cas un spécialiste de la santé mentale, qui est prêt à écouter sans juger, sans les trahir, les secrets qui lui seront confiés. Effectivement, il est tenu par la déontologie de ne pas le faire. Mais Arnaud, je veux quand même qu'on parle des réalités aussi, hein, parce qu'on parlait de Google, etc. Mais tout le monde n'est pas Google, tout le monde n'a pas les moyens aussi d'avoir en son sein une personne qui est dédiée à cela. Non, c'est possible. Quand on en vient à ce que ça génère comme chiffre d'affaires. On va essayer sur la productivité, comme chiffre d'affaires, ce que ça fait gagner. Donc ils doivent comprendre que c'est un vrai investissement. C'est un vrai levier de réussite pour une entreprise, bien sûr. Effectivement, c'est un investissement rentable. J'investis sur le bien-être de mes employés afin qu'ils soient dans les conditions optimales pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est magnifique. Mais là, j'ai juste une question en tant qu'employé. Hein, c'est si on n'a pas cette personne ressource-là, moi, j'ai toujours pensé que le RH devait aussi jouer ce rôle. Il pourrait. Il est censé aussi... S'il est outillé pour ça, il pourrait... Est-ce qu'il est assez formé pour ça? ça. Et justement, c'est ça que je veux dire, justement, c'est que malheureusement, si un RH est censé aussi avoir ces notions-là de bien-être, de santé mentale, et qu'on se rend compte qu'en fait, en tout cas dans nos entreprises ici, c'est peu développé. Est-ce que donc il n'y en a pas un manque de formation? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit un peu taper du poing sur la table pour que les gens comprennent que bon, un RH n'est pas là que pour virer, il n'est pas là que pour recruter, il est aussi là pour écouter, il est là pour accompagner, il est là pour guider vers justement des personnes ressources comme vous, il est là pour mettre en place des politiques qui permettraient d'être mieux au travail, de donner des congés quand c'est nécessaire, de se dire que là je me rends compte que vraiment la personne n'est pas productive et forcément il y a une raison, déceler cette raison, et s'il se rend compte que bon lui il est limité, on appelle un psychologue, on appelle un coach. Alors là, on est vraiment dans le cas des entreprises, mais parlons également des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs également, ils ont leur charge mentale, ils ont leur santé mentale, parce qu'un entrepreneur, il n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui donne l'argent comme un employé pour vivre. Donc les entrepreneurs, je pense que c'est aussi un cas sur lequel il faut se pencher et il faut en parler. Vous avez des entrepreneurs dans vos clients que vous recevez? Si oui, quels sont... je ne vais pas dire, c'est pas des maladies, mais quels sont les cas que vous rencontrez justement auxquels ils font face ces entrepreneurs? Bon, pour moi, madame d'abord. Alors moi, je rencontre, moi je suis coach, mais tout ce qui va être d'ordre thérapeutique, il y a des prises en charge cliniques, c'est comme ça qu'on dit, qui sont faites avec les psychologues. Moi, je vais rencontrer des entrepreneurs qui sont débordés, donc qui ont besoin de déléguer, qui ne savent pas le faire. Donc, des entrepreneurs qui manquent d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont eu des échecs dans leurs entreprises, dans des objectifs qu'ils ont essayé d'atteindre, qu'ils n'ont pas eu. Et du coup, toutes ces pressions en fait, qu'ils vont ressentir tout le long de leur avancée vont venir... baisser leur estime de soi. Donc je les rencontre dans ce cadre-là, qu'ils n'arrivent plus à se motiver ou ils sont débordés et en ce moment-là, on va aller mettre le doigt sur le fait qu'ils ont besoin de repos, ils ont besoin de relâcher la pression. C'est à ce moment-là que moi je Donc un entrepreneur, il a le souci financier. Oui. Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, il faut avoir de l'argent pour investir, il faut produire de l'argent pour payer ces personnes-là qui dépendent de toi. Ensuite, il y a la pression de la gestion humaine, il faut gérer les humains. Ça aussi, c'est pas évident. S'il a pris un crédit, c'est un autre stress. Si lui-même, il s'est dit, là, je me lance dans le business de tasse, et puis il voit que le marché est tellement concurrentiel que c'est compliqué. Je veux dire, je pense qu'aussi que les entrepreneurs,
ils sont beaucoup plus exposés, par exemple, au burn-out, aux dépressions, etc. Ils sont beaucoup dans un environnement toxique parce que déjà, être là à réfléchir, avoir une idée, essayer de la développer, essayer de la mettre sur le marché, voir que ça ne marche vraiment pas, il n'y a pas de main-d'œuvre, il y a plein de soucis. Déjà, ça te crée toi-même un stress émotionnel, ça te crée une fatigue mentale et tu ne sais vraiment pas à qui te tourner. C'est surtout ça, les entrepreneurs débutants. Il y en a tellement, on n'en parle pas assez. Donc, comme Niki l'a dit, tu veux développer un business, tu vois que ça ne marche pas. Pour eux, l'échec, c'est la fin du monde. Alors que pas du tout. Quand on tombe, très souvent, on se relève. Donc, il faut savoir se relever. Anto parle d'entrepreneurs débutants. Est-ce que ce n'est pas lieu de dire, finalement, pour entreprendre, il faut être préparé? Bon, déjà, je pense que le coach est là pour coacher ces personnes-là. Hein. Mais il est primordial de se connaître, de bien se connaître. C'est primordial. Bien se connaître, c'est déjà savoir que des situations pourraient me mettre sous pression. Et donc, c'est des choses qu'il faut gérer. Bien se connaître, c'est se connaître émotionnellement, c'est travailler sur soi pour être une personne qui peut faire face aux difficultés du milieu entrepreneurial dans lequel on va se trouver. Le coach a parlé d'estime de soi. C'est important. Pourquoi? Parce que pour entreprendre, il faut vraiment avoir une estime de soi au beau fixe. Parce que c'est pas facile d'entreprendre. Il faut être un leader. Il faut être un leader. Et puis en même temps, on a plusieurs casquettes. La casquette de celui qui va chercher les marchés, de celui qui va encaisser quelquefois. En fait, tu as tous les postes de l'entreprise. Oui, et donc pour ça, il faut vraiment avoir du coffre psychologiquement. Émotionnellement, il faut être préparé. Et donc, raison pour laquelle il est important d'avoir, je pense qu'il faut quand même avoir les personnes autour de soi. Les bons entrepreneurs ont quelquefois, en tout cas ceux qui réussissent assez bien, ont une famille, une femme qui est à côté pour épauler, ou un homme qui est à côté pour épauler. Ça contribue à nous donner de l'assurance, à nous permettre de rebondir quand ça ne va pas trop bien. Alors Arnaud, garde bien ce point parce que je pense qu'il est extrêmement intéressant et il y en a pas mal qui se reconnaissent dans ce que le psychologue vient de dire. On va vous laisser quelques instants le temps de la pub et on se rejoint tout à l'heure. On est de retour sur le plateau du club. On parle de santé mentale et de réussite professionnelle. Et je pense que tu avais un petit point que tu étais en train d'échanger avec notre psychologue. Effectivement, j'avais un point sur lequel on était en train de débattre. Alors, on parlait de ces entrepreneurs-là qui rencontraient pas mal de difficultés dans la mise en place de leurs entreprises. Pour ceux qui ne sont pas accompagnés et soutenus par leur conjoint, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ne prennent pas plus connaissance du terrain avant de se lancer. Et tu disais que c'était extrêmement important justement d'être accompagné, d'être outillé avant de se lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat. D'accord, effectivement, d'être accompagné déjà, accompagné. C'est vrai qu'avant même l'accompagnement, il est important de bien se connaître pour savoir vers quoi on est destiné en termes d'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui se lancent, qui font une chose, ils abandonnent, une autre chose, ils abandonnent, ici, et puis finalement, ils en ont fait 10. Est-ce que là, on ne dirait pas que c'est quelqu'un qui est multicasquette, non? On va dire qu'il est résilient, parce qu'on demande à un entrepreneur d'être résilient. À quel moment est-ce qu'il y a la différence entre une personne qui est polyvalente, qui est multicasquette, et cette autre personne qui, parce qu'elle est en phase de burn-out, essaie une chose, elle n'arrive pas à son terme, elle arrête, elle recommence une autre? Mais c'est ça en fait le problème, le fait de commencer, de ne pas finir et de passer à autre chose. Commencer, ne pas finir, passer à autre chose. Ça montre là, on est face à de l'indécision en fait. Et donc il est important, l'instabilité, il est important de se connaître, de savoir ce pourquoi on est ce vers quoi on penche en fait. On penche, ok. Coach? Oui, tout à fait, pour vous continuer sur la même voie. Important de se connaître, de définir une vision claire au préalable. Ça, c'est important. Parce que quand on dit une vision, c'est dans 5 ans, dans 3 ans, où est-ce que je me vois? Se projeter. Se projeter. Et l'être humain est très mauvais à se projeter. Donc, c'est un exercice qu'il va falloir faire de manière très consciente. Et autrement aussi, se connaître aussi, c'est apprendre que l'échec fait partie du jeu aussi. Et ça, on n'est pas du tout éduqué aussi là-dessus parce que les parents ont toujours attendu beaucoup de nous, ce n'est jamais assez, on n'est jamais assez bon. Donc, toutes ces peurs-là peuvent aussi emmener
dans des états de stress très élevés. On parle de croyances limitantes, là. On parle de croyances, pas de croyances limitantes. Le perfectionnisme aussi, qui peut aussi transformer pour aller dans des états de stress chronique, pour aller jusqu'au burn-out et tout ça. Effectivement. Ça, j'ai vécu ça aussi. Je suis tellement perfectionniste que quand j'ai lancé mon premier business, que je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, franchement, moi, ça me rendait malade. Quand je voyais qu'il y avait des imprévus, il y avait des choses qui arrivaient de part et d'autre. Tu ne maîtrisais pas. Voilà, que je ne maîtrisais pas. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à gérer, franchement. Là, je pétais un câble. Donc ça, je comprends. Mais dans ce cas-là, pour des personnes qui se sont retrouvées dans mon cas, comment on arrive à surpasser ça et à vraiment aller de l'avant, asseoir bien son activité en tant qu'entrepreneur? Je pense que c'est ce que le coach a dit est primordial. Au-delà de se connaître, il faut avoir une vision. Une vision, ça va au-delà du rêve. On a un rêve. Maintenant, quand le rêve devient une vision, ça veut dire qu'on a une stratégie qu'on déploie sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, qui nous permet de pouvoir avoir nous fixer des objectifs à court terme. Ça, on a des balises, quoi. Voilà. Et ça motive l'organisme, ça motive l'être humain à se dire, OK, je suis arrivé à cette étape-là, OK, d'accord, je peux y arriver plus tard, je peux aller plus loin, Donc, au fur et à mesure qu'on déballe, du moins qu'on détaille sa vision, en objectif à court terme, à moyen terme et à long terme, on peut arriver à créer quelque chose de clair. Mais ça, il faut l'écrire. D'accord. Il est important de sortir de l'idée que tout est dans ma tête. J'ai tout en tête, ça va, j'ai tout en tête. Le mieux, c'est d'avoir un carnet dans lequel vous notez tout ça. Vous notez, ça peut être un carnet, ça peut être aussi quelque chose de numérique, ça dépend. Mais en tout cas, ayez quelque chose de clair. Un peu comme une entreprise serait en train de faire un plan qu'elle déballerait de façon numérique. Ayez quelque chose de clair. Mais coach, moi je voulais vous demander, du coup, est-ce que, parce qu'on voit et on entend souvent que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc je ne sais pas si, donc il y a le côté, c'est vrai qu'il y a la préparation, il y a le coaching, mais est-ce qu'il y a une notion de personnalité qui joue et qui fait que, en fait, vous ne pouvez pas, entre guillemets, soigner quelqu'un qui, de base, a une personnalité qui ne colle pas, en fait, avec le monde de l'entrepreneuriat. Avec l'entrepreneuriat, parce qu'il n'est peut-être pas outillé pour pouvoir, justement, tenir sous ce stress. Donc, en fait, la réponse se trouve directement dans la question, parce que c'est qu'il n'est pas outillé. Donc tout le monde est en capacité d'entreprendre. C'est clair. Voilà. Moi, je pense que à partir du moment parce que les gens aiment beaucoup dire oui. Moi, j'étais très carriériste. J'étais dans un canevas où c'était sûr que j'allais faire ci. Mes parents ont toujours eu une vision pour moi. Et donc le fait que j'entreprenne aujourd'hui, ça a un peu choqué tout le monde parce que j'étais la fille studieuse à l'école qui avait sa vision de carrière. Et j'avais pas l'esprit entrepreneurial. Ça s'est développé plus tard. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce truc de tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais justement, je voulais que vous le disiez et que vous expliquiez aux gens que justement, il faut outiller, il faut arroser. Voilà, il faut arroser, il faut aller dans l'action. Et puis, comme disait tout à l'heure le docteur, pour réajuster, peaufiner et aller pas à pas dans une stratégie d'amélioration constante qu'on appelle le Kaizen, non? Donc, tout le monde peut, le Kaizen. Le Kaizen. Oui. Tout le monde peut être entrepreneur. Maintenant, peut-être que vous, chemin faisant, vous allez vous rendre compte que c'est pas ce qui vous fait vibrer le plus, vous sortez de là. Ou alors, les gens qui vont aller d'un projet à un autre, on en revient au problème de vision. On ne sait pas qu'ils n'ont pas la fibre entrepreneuriale, c'est qu'ils n'ont pas encore mis à clair leur vision et qui font que... Oui, est-ce que là, on dirait pas... Il y en a qui sont des exécutants, qui sont très bons exécutants. Aussi. Et il y en a qui sont bons leaders. Donc justement, j'ai envie de dire, peut-être que oui, de base, il y en a qui sont plus enclins à réussir dans l'entrepreneuriat. Psychologique. Okay. Oui, je crois que c'est psychologique. Et puis en plus, tu peux entreprendre sans pourtant être toi le leader de l'entreprise, c'est-à-dire être la figure
qu'on voit, tu vois. T'es pas forcément... Tu peux quand même entreprendre, mettre en place un projet et le réussir, mais te rendre compte que ta personnalité fait que c'est pas toi qui peux être devant, tu vois. Tu peux déléguer à un moment où tu sais ce que tu veux et que tu as une vision claire, comme ce qu'elle a dit tout à l'heure, je pense que tu peux le faire. Parce que aujourd'hui, l'information est à la portée de tous. Hein. On a Google aujourd'hui, on peut s'informer sur Google. Donc si vraiment tu veux, tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, je voulais quand même qu'on passe à un autre point. On va parler de l'homme et de la femme. Tout à l'heure, vous en avez parlé rapidement. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une différence en termes de performance entre l'homme et la femme et même en termes de santé mentale? Bon. Docteur. Le psy, j'ai hâte d'entendre cette réponse. En termes de santé mentale. Fais attention, tu es le seul homme qui nous fait. On peut mélanger son invité comme ça. Je comprends. En termes de santé mentale, il faut dire que tu as évoqué une chose intéressante tout à l'heure en disant que un homme et une femme au repos n'ont pas les mêmes... en tout cas, quand on fait les IRM, la femme on réfléchit sent plus. qu'il y a de l'activité chez la femme. Ça peut aussi expliquer le fait que certaines femmes sont plus sujettes à des problèmes de santé mentale. Anxiété, dépression. Les statistiques nous disent qu'une femme sur 5 est sujette à une dépression, alors qu'un homme sur 10 est sujet à une dépression. Wow, la Donc, différence est grande. Elle est grande, c'est 2 fois plus chez la femme. Donc, effectivement, quand tu vois que la femme passe par l'accouchement, ce genre de choses-là, c'est pas facile. On peut comprendre que ça puisse arriver. On a des changements hormonaux. Effectivement. C'est pas dû aux émotions aussi, quelque part. Oui, mais c'est hormonal. Émotionnellement, un homme et une femme, c'est deux... c'est vrai qu'on est complémentaires, mais c'est deux, on va dire, c'est deux personnes assez différentes. On se ressemble sur certains points, mais sur d'autres points, on est quand même, il y a de légères différences quand même. Alors, psychologue, là, on arrive au terme de notre émission. On souhaite que vous partagiez avec ceux qui nous regardent et nous en plateau vos derniers mots à l'endroit de ces personnes qui nous regardent, qui traversent des situations en entreprise, qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'être accompagnées. Vous, enfin toi, en tant que psychologue, qu'est-ce que tu leur diras? Tu as envie de leur dire? D'accord. Ce que moi je pourrais leur dire simplement, c'est de prendre soin d'eux-mêmes, de leur corps, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est primordial. Ils doivent considérer que leur corps, c'est leur outil de travail. Si le corps ne va pas bien physiquement, mentalement, on ne peut pas travailler, on ne peut pas être efficace. Et ça se ressentira dans nos performances. Et forcément, le patron ou la patronne dirait « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu n'es pas performant, tu ne donnes pas tu ne délivres pas comme il devrait. » Donc, on peut se retrouver exclu de l'environnement professionnel à cause de ça. Donc, il est important de tenir compte de soi. Et je reviens sur un élément important, l'assertivité. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, c'est primordial. Il est important de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on fait. De sorte que les gens qui sont en face de vous, qui interagissent avec vous, ont une vision, vous lisent clairement vous, pour qu'ils puissent dire « Ah, cette personne ne peut pas faire ça ». Et en dernier mot, dormez. Dormez. Ayez du temps pour vous, dormir, pour reposer votre organisme, c'est primordial. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de sommeil, ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Très important. Coach, un dernier mot? Alors bon, je dirais effectivement qu'on est dans ce monde-là qui va super vite avec autant de pression. On est dans le faire, dans l'avoir, ce qui est génial parce que ça nous stimule. Mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Donc être humain, on a l'être. Donc, il faut d'abord penser à nourrir l'être. Et il y a les besoins primaires de l'être humain, de boire, respirer. Donc, il faut travailler sa respiration, boire, s'alimenter, se reposer correctement. Et ensuite, nourrir ses valeurs, tout ce qui est de l'ordre de notre spiritualité. Il faut en tenir compte. Et après, forcément, les résultats s'en sentiront. Donc, prenez soin de vous. Voilà, c'est le maître mot d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Niki? Ouais, prenez soin de vous, c'est tout ce qu'on va dire, franchement. Et puis dormez aussi. Et puis dormez. Anto? Non, je pense qu'il faut avoir un bon rythme de travail surtout, c'est très important. Parce qu'il y en a tellement qui veulent tellement se surpasser, ils fournissent tellement d'efforts et puis au final, ils n'ont même pas le temps de se reposer. Donc prenez le temps pour vous et puis ça fera l'affaire.
Mariam. Bon, pour moi, une bonne santé mentale, c'est essentiel pour être performant, pour être créatif. Donc, pour les entreprises qui mettent la pression comme ça, dites-vous que plus on est stressé, plus on n'est pas bien dans la tête, moins on est performant. Donc, la performance, je pense que tout le monde la recherche et pour ça, il faut une bonne santé mentale. Il faut une bonne santé mentale. Merci Arnaud, merci Augusta d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, ça a été très enrichissant de vous avoir sur le club aujourd'hui. Je pense qu'on va vous inviter à nouveau parce que vous avez pas mal de choses à nous dire. Oui, avec plaisir. Moi, je vais être coachée d'ailleurs. Voilà, ça fait une cliente en plus. Et chez vous, merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que tout ce que nous avons dit sur ce plateau va vous aider, va vous aiguiller, va vous outiller. Pour vous, entrepreneurs, pour vous, employés, ne lâchez pas. Prenez bien soin de vous. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos émotions, car on a besoin de vous. Je vous embrasse et on vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro du club. Bye bye. Bye.